Bon ben bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue pour ce nouveau webinaire, webinaire de l'agence Tease. Bon, je me présente rapidement. Je suis Cyril Vescan, donc directeur des opérations à l'agence Tease. Je m'occupe de toute la partie organisationnelle, procédure, gestion des partenaires, et je fais également de la gestion de projet et conseil. Et aujourd'hui, on est accompagné de Monsieur Benoît Kleindist, qui est fondateur de l'application MyBootlead. Alors, le sujet Exact. aujourd'hui, voilà, on va rentrer dans les présentations. On présentera Benoît et juste après le sommaire. Donc, merci d'être là, Benoît. J'espère que tu vas bien, tu es en forme. Super. Nickel. Alors, le sujet aujourd'hui, on va parler de comment lancer sa startup ou micro-entreprise sur le web. Donc, je pense que c'est un sujet qui vous parle, qui vous passionne peut-être, ou vous avez simplement envie de vous lancer, ou vous êtes en pleine phase de croissance. Donc voilà, je vais vous partager quelques techniques, quelques process, quelques expériences, des exemples, voilà, pour que vous puissiez les pratiquer de votre côté. Alors, le sommaire. Le sommaire, donc on va présenter MyBootlead là tout de suite. Ensuite, on parlera de comment préparer son lancement, comment préparer le lancement de sa startup, de son projet web, comment lancer son activité sur le web une fois qu'on a bien préparé son projet. On parlera de la stratégie adoptée pour MyBootlead et ensuite on terminera par la méthode Startease, plus des questions-réponses tout à la fin. On a 1 heure chrono pour discuter de tout ça. Ça va être assez dense. On passera rapidement sur certaines slides, d'autres où on restera un peu plus focus sur les parties un peu plus intéressantes. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser directement dans l'outil, dans le chat. Et puis voilà, Tiffany s'en chargera. Je pourrai également vous répondre à l'oral. Alors, MyBootlead. Bonjour Benoît. Grand Bonjour. fondateur de MyBootlead. On va commencer par les présentations. Donc, dis-nous un peu, voilà, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quelles sont tes expériences, voilà, et tes expériences qui t'ont mené à ce projet-là, à nous contacter, à venir voir l'agence Tease pour lancer ce concept ambitieux. Bah écoutez, donc moi c'est Benoît, donc j'ai 28 ans, donc jeune entrepreneur. J'ai fondé MyBootly donc il y a presque maintenant 1 an, donc qui est une solution digitale qui met en relation des dépanneurs et des dépannés pour exclusivement pour les gens qui tombent en panne. Alors cette idée m'est venue il y a quelques années déjà parce que c'est pas ma première société que j'ai lancée. Je suis dans le milieu depuis déjà presque 4 ans, donc ma première société, je l'ai lancée il y a en 2016-2017, donc qui s'appelle Bootlead Service. Donc c'est une extension de ma première société. Donc ma première activité, en fait, je me suis lancé, comme tout le monde en tant qu'auto-entrepreneur et je pense que c'est un bon conseil pour tout le monde de se lancer d'abord en tant que micro-entrepreneur pour tester un business, ce que j'ai fait. Donc moi, là-bas, je fais du convoyage automobile, donc je transfère des véhicules d'un point A à un point B. Et lors de mes voyages, en fait, de mes déplacements, je me suis aperçu que, il y avait un déficit sur, le dépannage automobile et c'est pourquoi j'ai créé, MyBootlead, donc qui est une extension de ma première activité. D'accord. Donc, si je comprends bien, le problème que tu as rencontré lors de tes différents voyages, c'était des problèmes que toi-même tu as pu rencontrer sur le terrain, c'est-à-dire le manque d'efficacité des dépanneurs, la possibilité de les trouver. Pourquoi en fait avoir. C'est ça exactement. Bah, souvent quand on lance un projet, c'est souvent un souci qu'on rencontre, une fois ou plusieurs fois dans son quotidien, et on veut y apporter, la solution. Je sais que lors de ma première activité, j'ai travaillé pour un client et je suis tombé en panne avec, cette voiture du client et j'ai dû attendre des heures en fait un dépanneur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un dépanneur aujourd'hui, ça coûte cher, même si les assurances, beaucoup sont assurées. Ça coûte cher, on doit attendre souvent longtemps, enfin, c'est aléatoire. C'est aléatoire selon la zone où on se trouve. Moi, je sais que la personne qui est venue me chercher, c'était une référence dans le secteur ou en tout cas là où je me trouvais et pourtant elle a mis presque 2 heures et demie à me chercher. Donc j'ai trouvé ça un petit peu,
déplacé, voire carrément, enfin, j'ai trouvé qu'il y avait un manque sur ce créneau-là et j'ai voulu y apporter en tout cas ma solution. Mhm. Ok, d'accord. Est-ce que tu connaissais des concurrents avant de te lancer ou Ben, tu bien t'es sûr, dit que... Mhm, avant de lancer un mhm, business, il faut toujours repérer le marché. Donc, toujours voir qui s'y trouve dessus, comment ils se sont lancés, quels mhm, sont les avantages et les désavantages. Donc, il faut toujours étudier le marché avant de lancer soi-même sa solution. mhm, Il faut savoir que quand moi j'ai lancé ma solution, j'avais déjà repéré donc des concurrents qui étaient dessus. Ce qui ne veut pas dire que quand il y a des concurrents, c'est bouché ou qu'on ne peut pas se lancer. Il faut toujours se démarquer en fait des autres. Et c'est pourquoi moi j'ai lancé une activité qui met en relation des particuliers entre eux, mais également des professionnels avec des particuliers, ce que mes concurrents ne font pas. super. Et en quelques mots, c'est quoi MyBootlead? Bon, je pense qu'on l'a sous les yeux. D'aller à Euh, l'essentiel, voilà. Quand vous tombez en panne, donc vous avez des petits problèmes donc de batterie, crevaison ou une panne de carburant, vous avez le choix avec l'appel d'un particulier, donc un particulier qui sont souvent certifiés, hein, des gens qui font souvent qui touchent à la mécanique ou au dépannage, qui peuvent venir vous aider à des prix très abordables. Et si vous avez un problème plus important, notamment qui nécessite un remorquage, on fait appel à des professionnels du secteur. Donc, comme on peut connaître avec Uber, voilà, on met en relation des professionnels du remorquage avec les particuliers. Donc, vous avez le choix entre des particuliers et des professionnels. Super, merci beaucoup Benoît. L'application est disponible hein, sur les stores, sur l'App Store de chez Apple et Google Play sur les Android. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, jeter un œil pour voir comment est-ce on a publié également cette application, quelles sont les informations qu'on a indiquées sur les stores, les visuels utilisés, et puis tester, essayer de voir comment fonctionne l'application. Voilà. Merci beaucoup Benoît, on va passer à la suite. Alors, les statistiques MyBootlead. J'ai voulu commencer par les statistiques parce qu'elles sont très intéressantes et je pense qu'on pourra lancer le sujet et le débat par la suite grâce à ces chiffres-là et vous montrer comment est-ce qu'on a réussi à les atteindre. Donc, l'application a été lancée le 17 juillet 2020. Donc récemment, hein, il y a quelques mois. Au 15 mars, on a atteint les 4548 téléchargements sur les stores avec un nombre total d'inscrits de 605. On a 85 dépanneurs, donc particuliers pro, et 520 dépannés. Voilà. Donc ce sont des chiffres tout à fait satisfaisants, très très positifs, en très très peu de temps. Donc on a fait un énorme travail d'acquisition, donc je vous en parlerai juste après, pour atteindre ces chiffres-là. Donc on sent que ce concept-là a de l'attractivité, intéresse les gens. Et ça, c'est un point qui est très très important parce qu'elle valorise quand même votre idée et elle peut vous permettre de débloquer certains fonds, pourquoi pas, ou de convaincre plus facilement des personnes pour lancer votre projet. Donc, je ne sais pas si tu as une remarque à faire là-dessus. Est-ce que toi, tu es content aujourd'hui des résultats, Benoît? Ouais, bien sûr. Après, ça montre de l'engouement pour le projet. Donc, je pense qu'on s'est pas trompé. En tout cas, moi, je suis donc voilà, je parle de on parce que je suis cofondateur de MyBootlead, hein. J'ai 2 associés avec moi. Quand on s'est lancé là-dedans, en fait, on savait qu'il y avait un marché à prendre. La digitalisation, donc on est en plein essor, hein. Je pense que la digitalisation, on la connaît dans tous les secteurs. Mais c'est vrai que dans le dépannage automobile, elle n'a pas encore été faite. Et quand on s'est lancé, il y a eu un engouement dessus. Donc, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient intéressées. Aujourd'hui, on est sur un démarrage qui est plutôt positif. Il faut continuer comme ça parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire sur le long terme. Ouais. Préparer son lancement. Donc, on va rentrer dans la phase un peu plus, on va dire, technique. Quelle est la méthode en fait pour lancer son projet? Donc, la préparation, elle est très importante, hein. Il faut savoir ce qu'il faut faire, comment et pourquoi, pour éviter tous les pièges, éviter de perdre du temps sur des choses inefficaces. Il faut aller à l'efficience, voilà, tout simplement éviter du temps, éviter
éviter de perdre de l'argent dans les actions sans aucun retour sur investissement. Donc là, on va vous donner quelques détails à ce sujet-là et on va vous expliquer comment préparer son lancement. Donc, tout d'abord, une des premières choses, c'est le produit. Euh, je vois beaucoup de jeunes, j'ai un petit frère qui, lui, pareil, est tenté de se lancer dans l'entrepreneuriat et lancer des startups, etc. Il passe ses journées à regarder des vidéos YouTube sur les marketeurs qui vous vendent des formations à prix d'or et en vous disant que vous allez finir riche. La stratégie marketing est importante, mais la stratégie marketing ne vaut rien sans votre produit. Euh, euh, Trouver le produit parfait, c'est ce qui fera que vous allez pouvoir transformer et générer du chiffre d'affaires. En marketing, on appelle ça le product market fit. Donc le product market fit, c'est quoi? C'est l'adéquation parfaite entre votre produit et son marché. C'est-à-dire que vous avez un produit qui séduit, qui plaît, qui répond à une problématique, euh, voilà, et qui peut être monétisé, c'est-à-dire que les gens sont prêts à payer pour que vous solutionnez leurs problèmes. Ça, c'est quelque chose d'ultra important. Ne partez jamais d'une idée. Partez toujours d'un problème, d'un vécu, quelque chose qui vous a embêté un jour, je ne sais pas, vous êtes en train de travailler et là vous étiez bloqué par quelque chose, vous avez tapé du poing sur la table et là il faut à tout prix trouver la solution. Bah, c'est clairement ça, une startup, c'est ça, c'est trouver une solution qui parle à un grand nombre de personnes et qui apporte vraiment quelque chose, une plus-value, vraiment une valeur ajoutée pour leur quotidien, leur travail. Enfin voilà, on peut avoir tout type de produits ou de services, bien évidemment. Donc, comment trouver son product market fit? Ben déjà, il faut se confronter au marché. Il faut tester et il faut se lancer. Si je prends l'exemple de MyBootlead, Benoît, toi, tu t'es confronté au marché avec ton ancien business, enfin ton ancien business, ton business, ton premier business qui est Bootlead Service. Donc, tu as pu tomber en panne lors de tes voyages. Tu as pu tester et voir en fait la qualité de service des dépanneurs. Ben là, clairement, tu as été confronté au marché. Tu t'es rendu compte qu'il y a un vrai problème. Tu as été embêté à ce moment-là et c'est là que tu as eu ton idée et ta solution était d'avoir une application, un outil, et je ne parlerai même pas d'application, c'est d'avoir quelque chose qui soit instantané, qui est une personne qui vient rapidement et pour beaucoup moins cher que les dépanneurs d'aujourd'hui. Donc, on est totalement dans cette phase-là. Si j'ai un exemple très concret, si on prend Airbnb, superbe exemple. Airbnb, le Airbnb d'aujourd'hui, c'était pas le Airbnb de la première fois. L'histoire de Airbnb, c'est deux colocs qui ont vu leur loyer augmenter considérablement. Ils avaient plus de budget pour se payer ce loyer-là. Un était au chômage, l'autre était étudiant. Donc bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, tout simplement, ils se sont rendus compte qu'il y avait un événement, un énorme événement dans leur ville. Ils ont checké un peu tous les hôtels étaient overbookés. Bah, ils ont simplement créé une simple page web. Ils ont présenté leur appartement avec une offre de nuitée et un petit déjeuner en plus, le fameux bed and breakfast. Et voilà, ils ont posté ça sur Internet. Ils ont partagé ça, voilà, bouche à oreille, et ils ont eu quelques heures plus tard plusieurs demandes de nuitées de logement. Et donc, ben, tout simplement, ils ont invité ces personnes-là, ils ont passé leur nuit, etc. Ils ont généré plusieurs milliers de dollars pour pouvoir payer leur loyer. Voilà comment a commencé Airbnb. Donc là, clairement, on était sur de la confrontation pure et dure du marché. Et au fur et à mesure, bah, ils ont développé cette idée-là de j'accueille des gens chez moi pour générer, de gagner de l'argent, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose de super intéressant et à pratiquer. Vous pouvez commencer avec le strict minimum pour vous confronter au marché. Vous avez l'écoute du prospect des clients, très très important. Je pense que Airbnb l'ont fait quand ils ont invité ces gens-là. Ils ont dû leur poser beaucoup de questions. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous le refaites? Etc. etc. Donc ça, c'est des méthodes de questionnaire que vous pouvez mettre en place assez facilement et, et questionner en fait la cible, la communauté, un marché. Voilà. Cependant, faites attention aux faux semblants.
Les faux semblants, c'est quoi? Les faux semblants, c'est la personne qui va vous dire que votre idée, elle est excellente, c'est magique, c'est trop bien. Par contre, quand vous lui demandez de passer à la caisse et de payer 20 euros par mois, bah là, elle vous dit ah non, non, désolé, là, ce mois-ci, je peux pas, je suis ric-rac. Voilà. Encore une fois, vous êtes une entreprise, vous êtes là pour générer du chiffre d'affaires. Il est très important que la personne que vous allez prospecter soit apte à payer et trouve votre solution tellement efficace qu'elle est prête à verser un petit budget. Voilà, donc ça c'est très très important également. Et si ça ne fonctionne pas, si maintenant vous lancez un product fit et que le product fit ne fonctionne pas, bah, tout simplement, soit vous gardez le concept ou l'idée en tête, mais vous pivotez totalement, vous partez sur une autre stratégie, une autre façon de faire, d'autres fonctionnalités peut-être, ou alors supprimez tout, partez d'une feuille blanche, revoyez votre problème, allez plus en profondeur et ensuite essayez de trouver une autre solution et une autre manière de présenter votre produit. Voilà pour le product market fit. Deuxième chose, la solution technique. La solution technique, elle est très importante également. Une fois que vous avez validé votre product market fit, il faut créer cette solution technique pour le commercialiser, pour commercialiser cet outil ou cette fonction ou les produits de votre e-commerce, etc. Donc, il y a des choses très très simples à faire. Dans certains domaines, on a juste à voir comment fait la concurrence et on fait pareil, mais en mieux. Alors attention, si je reprends l'exemple de Airbnb, si vous voulez faire un système tel que Airbnb, ne vous lancez pas à développer une plateforme gigantesque comme Airbnb. Il faut savoir qu'ils ont des équipes de développeurs, ils travaillent 5 jours sur 7 sur ces outils-là, et ils arrivent à les optimiser, à les améliorer, etc. Mais ce sont des gros budgets. Cependant, vous pouvez lancer très facilement le même concept avec des outils que vous pouvez trouver sur le marché en no-code ou autre. Donc ça, c'est très important. Et si vous ne savez pas, vous êtes perdu ou il n'y a pas de concurrence, n'hésitez surtout pas à demander des conseils à des spécialistes. Vous pouvez demander des conseils à des consultants qui sont spécialisés dans ce domaine-là et vous dirigeront vers la bonne solution à choisir pour le lancement de votre produit, votre MVP. Le MVP, c'est le Minimum Viable Product. Donc, la première version opérationnelle de votre solution conçue avec le strict minimum. C'est-à-dire qu'on va garder les fonctionnalités les plus importantes pour le lancement de votre idée, de votre startup, de votre concept. Et dans certains cas, ben, si je prends MyBootlead, il n'y a pas d'autre choix que de faire une application mobile, Benoît. Il fallait avoir quelque chose de l'instantané. Quand on est en panne sur la route, je ne me vois pas sortir mon ordi portable et commencer à faire une recherche et me connecter sur une web app ou un site internet ou une marketplace. Moi, ce qu'il faut, c'est de l'instantané. Je prends mon téléphone dans la main, je contacte la personne et puis voilà, comme Uber un petit peu. C'est ça, exactement. Euh, pardon. Bon, les visuels ne veulent pas s'afficher. Ok. Bon, bah tant pis. C'est pas grave. Donc, cette partie-là, l'objectif et les personas, aussi très important. Quand on lance une startup, il faut toujours se donner un cap, des objectifs. Tout simplement, en fait, parce que pour vous tenir, comment dire, vous accrocher, vous emmener là où vous le souhaitez, en fait. Si vous ne vous donnez pas d'objectif de cap, très rapidement, vous allez vous démoraliser parce que vous allez voir que vos résultats sont assez faibles au début. Et c'est tout à fait normal. Il faut tester des choses, il faut améliorer des choses. Le temps que vous trouvez la bonne solution, la bonne méthode marketing qui accrochera et qui fera augmenter vos statistiques, bah, il se passe quand même pas mal de temps. Donc le fait de vous mettre des objectifs en place avec des dates vous permet de vous accrocher et de tenir en fait ces phases-là d'avancement. Donc n'hésitez surtout pas à vous mettre quelques objectifs. Je ne sais pas, moi, objectif d'atteindre le nombre de téléchargements, de nombre de personnes satisfaites, etc., etc. Donc, définissez un objectif à court terme, moyen terme, mais à long terme également. Qu'est-ce que vous voulez être dans 5 ans? Vous voulez être Airbnb? Ok, très bien. Bah, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour atteindre l'objectif Airbnb ou MyBootline? Donc ça, c'est très très important.
Et deuxième chose, ce sont les personas. Alors les personas, c'est quoi? C'est votre client type. Le persona, faut le définir assez rapidement euh, parce qu'il va vous permettre de rédiger votre et de concevoir votre argumentaire commercial, toute votre stratégie marketing de communication. En gros, il s'agit tout simplement de définir une personne. Mon client type, la personne qui va acheter ma solution, est une femme de 42 ans avec trois enfants qui adore se balader sur Instagram, qui travaille je ne sais où et qui a tel ou tel objectif dans sa vie. Il faut vraiment avoir un truc vraiment très très détaillé, bien définir ces personnes-là. Vous pouvez en avoir plusieurs, hein. Vous pouvez avoir le jeune de 25 ans. Voilà, vous pouvez définir plusieurs personas. Alors attention, ne sortez pas une quinzaine de personas parce que là vous allez vous perdre dans la masse. L'objectif c'est d'affiner en fait et trouver le persona idéal. Nous on considère qu'avoir trois personas c'est bien. La suite, stratégie marketing. Une fois qu'on a notre produit, une fois qu'on a défini une solution technique, une fois qu'on a nos personas et nos objectifs, on construit la stratégie marketing. On ne construit pas de stratégie marketing sans product market fit. On ne construit pas de product market fit sans stratégie marketing. Les actions marketing doivent avoir une place importante dans votre projet. Alors ça, c'est un ratio personnel. Je considère qu'il faut avoir 30% d'outils et 70% de marketing. Cela dépend du contexte. Quand on a une application qui est assez longue et lourde à développer, le ratio peut être inversé. Mais il faut toujours garder à l'esprit qu'il faut garder un certain pourcentage pour votre stratégie marketing. Parce que c'est votre stratégie marketing qui va attirer les gens sur votre application, parce que c'est votre stratégie marketing qui va faire que les gens vont revenir et vont dépenser sur votre application. Si vous n'avez pas de stratégie marketing, vous pouvez avoir la plus belle Ferrari du monde, sans les roues, ben, vous ne pourrez pas tchatcher dans la rue en vous baladant avec. Donc, aucun intérêt de construire un outil sans une vraie stratégie marketing. Alors la stratégie marketing, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir X milliers d'euros de budget. Alors il faut avoir un petit budget, bien sûr, quand on fait de la publicité ou autre, mais c'est bien de définir en fait ses priorités et ses objectifs. Donc là, je vais vous donner une méthode qui me plaît énormément. Alors, c'est pas la seule méthode marketing, mais moi, c'est une méthode qui me parle beaucoup parce qu'elle me permet de m'organiser et de comprendre ce qu'est la stratégie marketing. Si je vous dis aujourd'hui qu'est-ce que c'est la stratégie marketing, bah, je pense que toi, Benoît, tu es perdu. Tu pourrais pas me dire ce que c'est. Alors, tu sais maintenant quelles sont les actions qu'on mène en stratégie marketing, les publicités Facebook, du référencement naturel, etc. Mais tu vas avoir du mal à me dire à quoi ça sert concrètement. Aujourd'hui, tu le sais parce que tu as travaillé avec nous, mais une personne qui démarre, c'est très très compliqué. Donc, cette méthode-là me permet de ranger ces actions dans des cases. Voilà, tout simplement. Donc, ça s'appelle la méthode AR, donc le framework AR, de acquisition, activation, revenu, rétention, recommandation. L'acquisition, c'est quoi? L'acquisition, c'est je fais. Donc, on va prendre l'exemple d'un e-commerce classique avec ses produits. L'objectif de l'acquisition, c'est de faire venir des gens sur votre e-commerce. Donc, dans l'acquisition, vous avez plusieurs actions, plusieurs méthodes. Vous avez le référencement naturel, donc la visibilité sur Google. Vous avez les publicités sur Facebook. Vous avez, euh, euh, vous avez des webinaires. Vous avez plein de méthodes, différentes actions que vous pouvez tester pour améliorer votre acquisition. Vous avez ensuite l'activation. L'activation, c'est la personne, c'est bon, elle est sur mon e-commerce. Maintenant, il faut qu'elle passe à l'action. Je veux qu'elle ajoute un produit au panier. Comment est-ce que je vais faire pour qu'elle ajoute un produit au panier? Pour que déjà l'expérience utilisateur sur ma boutique soit bien. Faut qu'il clique le moins possible pour arriver au panier. Enfin voilà, vous avez différentes méthodes pour pousser les gens à ajouter un produit au panier. Le revenu, c'est ben, il a le produit au panier, maintenant il faut qu'il achète. Comment est-ce que je le pousse pour qu'il achète, pour qu'il consomme sur mon site? Ben là, pareil, plusieurs méthodes. L'inciter avec des frais de livraison offerts. Voilà, vous avez plein de méthodes avec des limites au-delà de 100 euros, vous avez 10% de remise, etc., etc. La rétention, c'est ben, comment je fais revenir la personne sur mon site et qu'elle reconsomme une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Je pense que c'est une des parties les plus importantes parce que le plus compliqué, c'est de faire venir les gens sur votre site, mais une fois qu'ils connaissent votre produit, c'est là où
il faut que vos clients, que vous les fidélisez. Donc là, pareil, compte de fidélité, etc. Et puis en dernier, vous avez la recommandation. La recommandation, ça peut être des codes de parrainage, faire venir les gens que vos clients fidèles recommandent à d'autres personnes d'acheter sur votre site. Et là, si vous arrivez à ce but ultime, c'est excellent, c'est que les gens sont ultra satisfaits, que vos clients ont adoré ce que vous proposez. Bien évidemment, ce ne sont pas des étapes. Vous ne faites pas d'abord l'acquisition, après l'activation, revenu rétention. Toutes ces choses-là s'améliorent en même temps. Le but, c'est que vous mettez en fait des KPI, donc des objectifs mesurables par étape ou par segment, et que vous essayez de les atteindre et les améliorer au fur et à mesure, au fur et à mesure. La construction d'une startup ou les méthodes digitales, c'est de l'amélioration continue. Ne pensez pas que quand vous avez lancé votre application ou votre site, bah, c'est bon, tout est fait. Au contraire, vous ne faites que commencer en fait votre projet. Donc une fois que vous arrivez à améliorer toutes ces étapes-là, bah, vous êtes sûr, vous assurez d'atteindre le succès. L'acquisition, l'activation, revenu, rétention, recommandation, bien sûr, peuvent être inversées. Si je prends l'exemple de MyBootlead, le revenu vient tout à la fin, puisque la personne peut télécharger l'application, peut l'utiliser, mais ne consomme pas immédiatement. Donc le but, c'est de la faire revenir plusieurs fois, etc. Donc faire de la rétention qu'elle recommande à d'autres amis pour les faire venir également. Et ensuite, derrière, on essaie de les séduire pour qu'ils consomment directement sur la plateforme. Donc beaucoup d'applications aujourd'hui travaillent dans cette méthode-là qu'on appelle un peu freemium, qui laisse la possibilité aux gens de tester l'outil pour qu'ils consomment derrière et qu'on puisse les séduire. Donc la checklist pour démarrer, pour préparer son lancement. Donc définir le bon produit, trouver la bonne solution technique, avoir des objectifs bien définis, créer son buyer persona, donc son client type ou ses clients types, et créer sa roadmap marketing. Est-ce que c'est tout bon, ça va Benoît? Est-ce que Non, tu, mais c'est tu te super sens un peu intéressant. dedans? Ouais. Je suis aussi passé Bon. par là, hein, comme tout le monde. Hmm. Donc, je trouve ça super intéressant, surtout que moi, je maîtrisais pas forcément tous les outils au début. Et comme tous les entrepreneurs, ben, on fait des erreurs. Hmm. L'important, c'est de devoir bien s'entourer. Je pense que c'est le principal. Devoir bien s'entourer des gens qui sont compétents et ne pas se lancer forcément seul sur un business, parce qu'au début, on ne se rend pas compte en fait de l'ampleur du projet, hein. Comme tu as pu le dire, en fait, lancer le projet, c'est pas, ça tourne pas tout seul après. Il y a tout un travail derrière, et je pense que il faut souvent bien s'entourer, avoir une équipe en fait pour pouvoir développer en fait l'activité. Super, merci Benoît. Je crois que Monsieur Nicolini, je suis allé un peu trop vite sur une des diapos. Bon, je vois très très mal les. Alors, ouais, je suis désolé. C'est vrai qu'on a très peu de temps et donc j'essaie de faire au mieux et j'essaie de rester focus sur les choses les plus importantes. Voilà. Alors, comment lancer son activité sur le web? Donc, comment lancer? Donc, une fois qu'on a préparé son lancement, bah, bien évidemment, il faut se lancer. Alors, il y a une chose qui est très importante dans le cas comme toi, Benoît, comment dire, qui a quelques bases du digital, mais n'a pas les grandes connaissances marketing ou autres et de sélection technique, c'est de se faire accompagner. L'accompagnement est très, 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 très important parce qu'elle va vous faire gagner beaucoup de temps, beaucoup de budget. Et de stress en moins. Pour trouver le bon prestataire, hein, donc une agence digitale ou des consultants, peu importe, il faut définir et voir quelles sont les compétences en interne. Vous avez des agences digitales qui seront très spécialisées dans un domaine du web, donc le développement ou le design ou autre, ou alors des agences plus pluridisciplinaires comme l'agence Tease, avec des compétences en consulting, mais également des designers, des développeurs, des marketeurs. L'avantage d'avoir plusieurs compétences en interne, c'est de pouvoir faire un travail de co-création, c'est-à-dire que le marketing va travailler avec le designer et les développeurs pour définir le meilleur la meilleure solution, le meilleur périmètre pour que lui puisse derrière avoir des actions beaucoup plus performantes. Voilà. Pareil pour le designer avec le développeur et pareil le développeur avec le designer. Donc c'est une chose très très importante à contrôler, à vérifier lorsque vous allez voir des agences.
Les avis clients, bien évidemment, hein, comme tout produit. Il faut que vous regardiez les avis. Alors, soit c'est du bouche à oreille, soit vous pouvez contacter directement un client, le client d'une agence, regarder sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Avoir une dimension stratégique et non purement technique, ça c'est ultra, ultra important quand vous montez une startup. On n'est pas là à développer simplement un outil. Il faut avoir toute cette dimension stratégique, il faut avoir une dimension business, il faut avoir une dimension marketing et une dimension bien sûr outil. Mais que purement technique, là vous allez être focus que technologie, vous allez mettre le paquet sur la technologie, vous allez oublier tout le reste. Les 30-70% par exemple, vous allez mettre 100% sur votre outil. Et ça, c'est une grosse erreur euh, parce que derrière, vous allez avoir du mal à faire venir des gens et à vendre votre solution. Vous avez ensuite la méthode d'accompagnement. Pareil, est-ce que l'agence est capable d'offrir une prestation de suivi et de conseil, d'accompagnement sur le long terme? Est-ce que c'est juste du one shot? Est-ce que on a une personne dédiée pour vous conseiller et vous proposer des solutions et des améliorations dans le temps? Donc ça, c'est quelque chose de très important également. Et bien sûr, l'adaptation au contexte, au budget. Je parle du contexte et du budget. Le budget est ultra important. Encore une fois, beaucoup, beaucoup de personnes contactent des agences et ne veulent pas donner leur budget. Je peux comprendre parce qu'il y a un enjeu de négociation, etc. Mais par contre, dans un contexte de start-up où vous devez créer une stratégie, lancer des outils, etc., on est sur différentes actions. Et avoir votre budget, on peut, nous, en tant qu'agence, définir en fait quelle est la solution la plus appropriée pour ne pas exploser votre budget initial et pouvoir vous permettre de mettre en place une stratégie marketing qui vous apporter du résultat concret derrière. Notre objectif n'est pas de vous vendre juste une simple solution et vous dire au revoir, bonjour, bienvenue, et puis bon, on se revoit dans 6 mois. Donc le but, c'est que vous atteigniez la performance et le succès. Voilà. La fidélisation passe par là. Votre outil est super, c'est joli, vos voisins vont dire waouh, c'est cool, mais derrière, si vous générez du chiffre d'affaires, c'est encore plus intéressant. Donc ça, c'est très très important pour sélectionner votre agence. Bien évidemment, toute la présentation sera partagée à la fin de la réunion. Donc ça, on s'en chargera avec Tiffany. On pourra vous offrir cette présentation-là. La formation, très très important également. Quand on commence une startup, il faut quand même avoir certaines bases du digital. Euh, Peut-être avoir le vocabulaire du digital quand vous allez vous confronter à des personnes, des agences, peut-être des freelances. Il faut que vous arrivez à maîtriser un minimum leur vocabulaire. Alors, normalement, c'est eux qui doivent s'adapter au vocabulaire. On essaie de vulgariser à fond, mais voilà, ils ne sont pas tous comme nous, comme d'autres, hein, qui vulgarisent à fond. Donc, il faut savoir ce que vous allez acheter comme prestation, avec qui vous allez travailler, est-ce que ce sont des personnes fiables ou non. Donc aujourd'hui, il existe d'innombrables formations. Alors attention aux formations. Alors moi, je suis un adepte de YouTube. Je regarde beaucoup, beaucoup de choses sur YouTube, mais il y a des bonnes choses et des très mauvaises choses. Il faut bien faire attention, bien sélectionner les vidéos et les formations que vous allez regarder. Sinon, vous avez des plateformes dédiées à cela ou des entreprises euh, avec une spécialisation en formation de design, de marketing, d'audiovisuel, de business. Donc, il est bien de savoir un peu de tout pour pouvoir bien gérer et bien coordonner votre projet et encore une fois la mener au succès. Donc toi, Benoît, je sais que la formation, tu n'y es pas encore, hein. Bon, on a pu te former sur les outils et d'autres choses. Mais ça, c'est clairement quelque chose qu'il faut. On peut être autodidacte, on peut se faire aider par d'autres personnes, mais il faut quand même maîtriser un minimum les bases du digital, quoi. D'ailleurs, Benoît, comment t'es venu, pourquoi le digital en fait? Ben, moi, je suis assez jeune, donc je viens d'une génération qui a baigné dedans, hein. Je pense que je Mhm, grandis. Hem, je pense que je suis tombé sur une activité qui en avait besoin aussi surtout. mhm, Je pense qu'aujourd'hui, on fait du dépannage comme, on en faisait avant ma naissance, en fait et je pense qu'on avait besoin d'un bon coup de pied, en fait, dans l'activité pour la faire évoluer. Parce que je viens pas seulement juste digitaliser l'activité, je viens, comme tu as pu, le montrer avant, ramener une plus-value, hein, mhm, ramener déjà de la pérennité aux gens parce que souvent quand
quand on se retrouve en panne, ben, on veut être dépanné le plus rapidement possible. Donc c'est ça que je veux, Mmh. assurer en tout cas à l'utilisateur, c'est être, dépanné en un minimum de temps. Donc nous, on veut arriver à un dépannage dans toutes circonstances en moins de 30 minutes et il y a que Mmh. la digitalisation qui peut, apporter ça, en tout cas dans mon cas, hein, sans digitalisation, en fait, c'est impossible puisque l'intelligence artificielle permet de trouver tous les dépanneurs à proximité et de faire, appel à celui-ci le plus rapidement possible. Donc il faut que la Mmh. digitalisation, elle apporte quelque chose, sinon ça a aucun intérêt. C'est clair. Merci beaucoup Benoît. On va parler de la stratégie adoptée pour MyBootlead. Alors, MyBootlead. On a vu avant, on a parlé de produits, de stratégie marketing. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est la partie business aussi qui est très importante. Et c'est quelque chose qu'on a mené avec Benoît. Alors, souvent, la partie business, c'est quelque chose d'assez personnel, définir son business model, son business plan, etc. Assez personnel. Par contre, on peut quand même être accompagné sur certaines choses. Euh, par des comptables, des juristes ou autres. On va rentrer dans les détails tout de suite. Mais le but et l'objectif a été de construire une stratégie d'entreprise. On ne parle plus de stratégie marketing, mais d'entreprise. Le but a été de construire son futur avec le présent, ce qu'il a aujourd'hui. Euh, donc, il fallait définir le bon produit, il fallait définir la bonne stratégie marketing et concevoir la bonne stratégie business. Voilà, pour atteindre encore une fois le succès de MyBootlead. Donc tout d'abord, bah, le produit, comme je vous l'ai présenté avant, la stratégie produit de MyBootlead a été de lancer un MVP assez rapidement. Alors, MyBootlead, c'est quand même un contexte assez particulier parce qu'on est sur une application déjà bien travaillée parce que on avait besoin de cette application, on avait besoin de toutes ces fonctionnalités-là pour le lancement. C'est un métier qui est assez spécifique avec beaucoup de différences, c'est-à-dire beaucoup de problématiques à gérer, remorquage ou pas remorquage. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses à prévoir pour la première version. Mais cela reste encore aujourd'hui un MVP, c'est-à-dire un minimum viable product, c'est un outil avec les principales fonctionnalités. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on l'améliore régulièrement. On y ajoute toujours des fonctionnalités, des améliorations. Benoît souhaite encore améliorer certaines choses sur l'application. Donc, c'est vivant, quoi. On a lancé une V1, mais on est sur la V1.1, .2, .3, etc., etc., et ça continuera tout au long de son projet. Le but était également de lancer une application qui soit simple d'utilisation. Je me connecte facilement, je trouve rapidement un dépanneur. Voilà, il faut que ça soit fluide. Il faut qu'on puisse aider les jeunes comme les plus anciens. Faut que ça parle à tout le monde. Si vous utilisez Uber aujourd'hui, vous vous rendez compte de la facilité d'utilisation. L'expérience utilisateur est quelque chose de primordial si vous ne voulez pas perdre vos utilisateurs en cours de route. Donc ça a été on a passé beaucoup de temps en conception hein, avec Benoît, plusieurs mois juste à réfléchir, donc l'identité de marque, etc., mais à réfléchir tout le parcours utilisateur, quoi. Et bien évidemment, on va l'améliorer encore. L'application n'est pas parfaite, ça c'est sûr, et on le conçoit. Et j'imagine, enfin, ça n'existe pas à la perfection des une V1, ou alors c'est bullshit et voilà. Euh, donc, euh, donc simple d'utilisation, avoir une identité impactante aussi. Benoît, quand il est arrivé chez nous, euh, il avait déjà fait, tu te rappelles, la vidéo de l'ange en 3D. Il est arrivé chez nous, Ouais. il m'a dit, bon ben voilà mon concept. Il avait réalisé une vidéo. Ben, si tu peux nous en parler en une minute, 2 minutes, qu'est-ce que tu avais fait pour la Ouais, quand vidéo et j'ai la l'ange? présentation, ouais, ce qui est dingue, c'est que quand je suis allé voir des gens qui avaient plus de 40 ans, ils m'ont dit: «Mais qu'est-ce que fout cet ange dans l'application mobile?» Mais en réalité, en fait, c'est une identité de marque. Après, ça dépend, la stratégie que vous employez. Moi, je sais qu'aujourd'hui, quand vous entendez Bootlead, en fait, ça a rien à voir avec le dépannage automobile, mais c'est quelque chose qui marque, c'est quelque chose qui reste. Hmm. Hem,
Moi, j'ai travaillé mon nom à l'avance, comme j'ai travaillé ma mascotte à l'avance également. En fait, en réalité, il faut chercher un petit peu plus loin. La mascotte, c'est Hermès, en fait, c'est le messager, en fait, et c'est celui qui fait le pont entre le dépanneur et le dépanné. Donc, en fait, il faut créer une histoire derrière sa marque, il faut créer une histoire derrière sa société. En fait, c'est ça qui marque les gens, c'est ça qui marque les esprits. Mm. Ouais, tu as été déjà dans une démarche de communication. Là, clairement, tu avais ton idée en tête et il fallait que ça accroche les gens et que ça marque les gens, en fait. C'est pour ça que je pense que tu t'es lancé là-dedans. Avant même d'avoir lancé ton application ou quoi que ce soit, avant même de connaître Tease, hein, tu avais déjà cette vidéo en Ah, cours de ah oui, production. Oui, c'est une des je voulais premières choses qu'il a lancées. ouais, de toute façon, dans les mises en relation, il faut, souvent les gens oublient ou en tout cas ne le disent pas, mais il faut créer une communauté. Il faut que les Mm, gens s'attachent à votre produit comme ils s'attachent à votre société. C'est important. S'ils sont intéressés par votre produit, c'est bien. Si enfin, s'ils se sentent concernés par votre société, c'est encore mieux. C'est pour ça qu'en fait, ben, les gens qui sont dans cette application sont appelés les bee-helpers. Donc voilà, on donne un mm, nom à la communauté et on donne une importance à chaque utilisateur. mm. Très très important la communauté, ça c'est sûr. Ok, super. Donc, identité impactante, hein, on l'a vu, on a fait un gros travail là-dessus. Et bien sûr, ben, faire de l'amélioration continue, donc l'itération. Voilà, donc c'est ce qu'on propose à Benoît aujourd'hui. Le marketing, donc la stratégie marketing de MyBootlead, ben, comme on l'a dit juste à l'instant, avoir une identité de marque forte, donc c'est-à-dire que son identité, donc MyBootlead, ben, il y a eu une recherche de nom. Ça, alors c'est marrant parce que quand on a cherché le nom, il avait une entreprise qui s'appelait Bootleg Service. Alors on a essayé de trouver tous les noms du monde. On a passé des heures à faire des brainstorming, etc. Et ben finalement, on a pris le truc le plus simple, My Bootlead. Voilà, un sentiment d'appartenance, mon Bootlead à moi. Enfin voilà. Et c'est de là que c'est parti. Et puis on s'est rendu compte que bah, le nom était déjà disponible, etc. Donc on est parti là-dessus et c'est une belle transition entre Bootlead Service et My Bootlead. Donc une identité de marque forte. Derrière, on a tout le logo et toute la réalisation et toute la charte graphique aussi hein, qui se décline en fait sur les sites web, sur les visuels, sur les stores, sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. Une des stratégies marketing, alors ça a été hyper pertinent, ça a été la récolte d'adresses email avant même le lancement de l'application. C'est-à-dire qu'on était en train de concevoir l'application, qu'on a déjà lancé une page web pour recueillir l'adresse email de nos premiers utilisateurs. On a lancé cette opération-là, on a créé une page simple avec un texte très pertinent. On a fait du copywriting, donc on a fait une rédaction commerciale en présentant les avantages et bénéfices de l'application. Je crois qu'en 3 mois, on a dû récolter 600 adresses email via un formulaire en bas de page. Donc, les gens ont quand même lu la page web, sont allés jusqu'en bas du formulaire, ont complété tous les champs, ont laissé leur adresse email. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'elle vous donne également l'attractivité de votre outil. Une simple page web avec un peu de publicité Facebook, vous pouvez très rapidement savoir si votre idée, votre concept est attractif ou pas. Euh, euh, voilà, avec très très peu de budget, vous pouvez attirer du monde. Et dans le cas de Benoît sur MyBootlead, atteindre 600 adresses email en quelques mois, bah, ça a été plutôt positif et ça nous a permis, nous, derrière, de communiquer et de communiquer sur le lancement. C'est-à-dire qu'au lancement de l'application, on avait quasiment 1000 personnes, parce qu'on a continué encore avec cette communication-là, on avait quasiment 1000 personnes au lancement. Donc, une simple newsletter, un message sur les réseaux sociaux, et là, on communiquait en masse et on avait directement un afflux de personnes pour télécharger cette application et la tester, avoir déjà des retours. Donc ça, c'était une stratégie hyper pertinente, pas très onéreuse non plus, hein, donc ça a été quelque chose de fort. L'objectif marketing a été également de passer numéro un sur les plateformes de téléchargement. C'est quelque chose qu'on a réussi assez rapidement avec MyBootlead. Et en ce moment, on est dans le recrutement des dépanneurs.
le recrutement des dépanneurs, qui est un sujet très très important, qui est très complexe. Le but est d'avoir en fait un bon équilibre entre dépanner et dépanneur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait assez d'offres pour la demande et assez de demande pour l'offre. Si on se retrouve comme aujourd'hui avec 600 dépannés et 85 dépanneurs, il faut que les 85 dépanneurs assurent le service, le bon service pour les 650 dépannés. Donc là, on fait un gros travail pour essayer de relever en fait le nombre de téléchargements au niveau des dépanneurs, au niveau des inscrits, pour avoir ce juste équilibre. La partie business. La partie business, tout d'abord, il y a eu cette identité de marque, encore une fois, MyBootlead, et le dépôt de la marque à l'INPI. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez important quand vous lancez une marque, c'est de vous assurer que la marque n'existe pas et elle n'affecte pas une autre société. Vous pouvez très facilement tester le nom de marque. Vous allez sur le site de l'INPI, vous mettez le nom, et là, c'est rouge ou c'est vert, quoi. Donc voilà. Après, il faut aller un peu plus loin. Il faut passer par une étape de dépôt de marque, je crois, qui est aux alentours de 350 ou 400 euros, je ne sais plus. Et une fois que vous avez déposé le marque, vous êtes certain d'être protégé, que votre logo soit protégé, ainsi que votre nom. Parce que le jour où quelqu'un usurpe votre identité ou passe sur MyBootlead et dépose lui la marque et que vous vous retrouvez coincé, c'est une situation assez délicate et complexe pour en sortir. Donc, identité de marque, dépôt de marque INPI. Vous avez la partie juridique. Très très importante, la partie juridique, c'est quelque chose euh, qu'on a vu un peu trop tard, je pense, durant le projet, alors que c'est un projet assez complexe. L'ubérisation des choses fait que c'est complexe. Et les contrats de travail, des choses comme ça. Je sais que tu avais, toi, une problématique, Benoît, c'était les assurances aussi. Tu n'avais aucune assurance qui pouvait C'est ça. t'assurer, c'est ça? Ouais, pour ma petite anecdote, c'est mon expérience personnelle, c'est pas si facile de lancer un business dans la digitalisation parce que contrairement à ce qu'on croit, les assurances n'ont pas tous pris le virage, loin de là. Les plus gros groupes en tout cas, sont encore à la traîne. Vous pouvez trouver quelques assurances, notamment, je ne veux pas en faire la pub, mais le plus gros groupe qui est AXA, vous le verrez sur toutes les digitalisations, que ce soit Blablacar, souvent Uber, c'est Allianz ou AXA. En fait, c'est les 2 gros groupes, qui ont pris le risque et qui ont pris le virage pour, les business de la digitalisation ou de la mise en relation. Donc c'est très compliqué d'assurer ce genre de business parce qu'on a pris, en fait, si vous voulez, le business a allé plus vite que les assurances et on ne s'est pas adapté, en tout cas ici en Europe. On parle vraiment de l'Europe, hein, où les juridictions, nous, au niveau législatif, ça a pas évolué assez vite. Moi, par contre, j'ai trouvé assez, voilà, comme tous les autres, je suis chez AXA, donc moi, j'ai trouvé ma solution à moi, mais c'est pas facile, hein, surtout en province, parce à Paris, on a des solutions plus rapides, plus adéquates. En province, c'est plus compliqué. Ouais, donc n'hésitez surtout pas lorsque vous avez un projet complexe ou de marketplace ou autre de faire appel assez rapidement à un juriste ou un avocat plutôt spécialisé dans le digital qui a une vision un peu plus euh, pragmatique des choses. Donc n'hésitez surtout pas à faire appel à eux. Vous avez également la partie business model, donc comment est-ce on va générer du chiffre, quelles sont les commissions, etc. Et vous avez l'étude de marché, donc là encore une fois, l'étude de marché qui a été faite en collaboration avec des partenaires pour avoir une vision euh, plus large du marché, du dépannage, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait dans un deuxième temps, Benoît, hein, mais qui rassure quand même et qui rassure pour, euh, pour, euh, pour monter son dossier et le présenter, pour le valoriser face à des, euh, des fonds d'investissement ou autres. Donc le déploiement de MyBootly, donc je vais passer rapidement sur les slides, mais je vais vous montrer grosso modo ce qu'on a fait pour ce projet-là. Donc l'identité graphique impactante, donc on a créé un logo sur mesure et on a défini le style guide. Donc le style guide, en gros, c'est un peu l'ADN graphique de MyBootlead. Donc si demain Benoît souhaite réaliser des visuels ou quoi que ce soit, il ouvre son mode d'emploi et il doit respecter cette charte-là pour être cohérent avec le reste et toute la stratégie de communication.
on a conçu une app de qualité. Donc là, on voyait quelques visuels. Donc ça a été la phase de maquette. Donc on réalise, avant de développer l'application, on réalise des maquettes. Donc ce sont des visuels statiques et on design chaque page pour s'assurer que c'est bien ce que l'on souhaite et ce que souhaite le client également. Un site web qui est active. Donc on a lancé un site web qui est disponible aujourd'hui. Vous pouvez taper mybootlead.fr ou .com si je ne me trompe pas. Voilà, on a créé différentes pages. Une page d'accueil qui est plus généraliste. Et ensuite, vous voyez qu'on a plusieurs pages. Je suis dépanneur qui s'adresse aux dépanneurs et une page je souhaite être dépanné qui s'adresse aux dépannés. Le fait de créer des silos, c'est qu'on a un argumentaire commercial dédié à telle cible et un autre argument dédié à telle cible. On peut l'utiliser ensuite, on peut utiliser ces pages-là pour faire de la publicité sur Facebook ou autre. Vous avez également la partie support. Donc là aussi, on a lancé un SAV pour fidéliser les utilisateurs et pour les accompagner dans leur démarche. Donc c'est souvent quelque chose qui est oublié. Parce que quand vous lancez votre outil ou votre service, vous oubliez d'accompagner vos clients alors que c'est la chose la plus importante et c'est une mine d'informations. Dès qu'ils ont un problème ou quoi que ce soit, ils veulent être contactés ou être aidés, accompagnés. Donc n'hésitez pas à mettre en place un simple formulaire. Ici, on a mis un formulaire qui se connecte directement avec un système de tickets qui est envoyé directement en production quand il s'agit d'un problème technique ou business. Benoît est tenu au courant dès qu'il y a un problème voilà, de prix ou autre. Donc c'est une partie super importante et très simple à mettre en place. Et la communication sur le web. Donc aujourd'hui, MyBootlead a une page Facebook qui communique, une page Facebook pour faire de la publicité également. Donc c'est un des outils qu'on utilise le plus pour la publicité. On s'est ouvert à d'autres choses comme Snapchat pour recruter des dépannés ou des dépanneurs. On est en train de tester plusieurs choses et voir quel est le canal le plus pertinent. Et il y a également une chaîne YouTube. Donc la chaîne YouTube, pour présenter l'application. Et une autre vidéo un peu plus dédiée pour les dépanneurs. Donc c'est la même vidéo, mais on l'a découpée pour voilà, avoir quelque chose d'un peu plus ciblé. Et on a également créé des petites vidéos tutoriels pour expliquer comment créer son compte dépanneur ou créer son compte dépanné. Et dernière partie, c'est la levée de fonds. Et ça, c'est quelque chose, un sujet qui nous tient vraiment à cœur. C'est que là, aujourd'hui, Benoît s'est lancé il a contacté plusieurs fonds d'investissement. Ou, je sais pas, tu peux nous en parler un peu, Benoît. Je pense que tu seras plus apte à en parler que moi. Et donc, voilà, moi, je te laisse la parole là-dessus. Ben oui, pour en revenir à ce sujet, donc c'est quelque chose qui est attrayant, quand on lève, enfin quand on crée sa société, notamment dans le digital, on y pense forcément toujours un petit peu après. Hem, Moi, je suis dans cette phase-là, ce qui est vraiment pas facile parce que si vous voulez, vous avez un produit qui a pas encore fait ses preuves et pourtant il vous faut en fait un capital, un gros capital pour pouvoir passer le cap. Donc vous avez un premier capital pour lancer votre solution, mais par après, il vous faut généralement des gens ou en tout cas des investisseurs, que ce soit publics ou privés, pour pouvoir, vous suivre derrière. Et c'est là où c'est le plus compliqué parce que avec le peu de fonds que vous avez au début, il faut faire ses preuves, pour leur donner envie donc d'investir dedans. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis allé voir plusieurs organismes, hein, privés et publics. Et aujourd'hui, certains sont en négociation avec moi, certains m'ont pris sous leurs ailes là dernièrement pour m'accompagner à lever des fonds, donc avec des investisseurs. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est quand on est entrepreneur, souvent on n'est pas dans ce milieu-là, hein, on les connaît pas, donc il faut passer par des intermédiaires pour nous mettre en relation avec eux. Et le plus compliqué, c'est de les convaincre. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, tu as eu récemment un email, c'est C'est ça? ça. Alors, Plutôt pour ce qui positif. est dans la région Grand Est, voilà, moi j'étais accepté par Semia, qui est qui ont un peu pignon sur rue pour les startups, hein, innovantes, qui est un incubateur d'excellence en fait pour les solutions digitales de demain.
Donc voilà, moi j'ai été pris chez eux en tout cas pour une période de minimum de 6 mois pour monter mon équipe, m'accompagner et lever des fonds publics parce que c'est un organisme public et puis je suis en relation également avec, le village, BAICA donc qui appartient au Crédit Agricole et qui lui est un accélérateur et un organisme privé, pareil qui vous accompagne aussi dans le développement de votre société et vous met en relation, après un certain temps avec des investisseurs privés. Super. En tout cas, je suis très content pour toi, Benoît. Espérons que ça marche et que ça aille plus loin que les 6 mois. On en reparlera et bon, de toute façon, on continue sur cette lancée. Alors, je vais vous présenter maintenant la méthode Startease. Donc, la méthode Startease, c'est quoi? La méthode Startease, en fait, c'est une offre packagée qu'on propose ici chez nous à l'agence Tease. Donc, c'est une offre qui permet la création et le lancement rapide de votre MVP, donc c'est-à-dire la première version de votre solution avec les fonctionnalités essentielles pour un lancement et pour pouvoir tester son marché. Euh, plus le déploiement d'une stratégie d'acquisition. Donc l'objectif, c'est de faire venir des gens sur votre outil ou sur votre site pour le tester et l'utiliser. Et bien évidemment, proposer une solution d'amélioration continue pour qu'on puisse y ajouter des fonctionnalités et répondre aux besoins finalement de vos utilisateurs à vous. Donc, c'est une offre totalement packagée qu'on propose pour atteindre rapidement des résultats et vous conseiller ensuite par la suite sur l'évolution de votre projet. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour cela. Donc, je crois qu'il y a peut-être un lien qui vous sera envoyé pour nous contacter. Sinon, vous avez une adresse email commercial@tis.fr. Voilà, si vous souhaitez avoir plus de renseignements. Questions-réponses. Donc dernière phase. Il nous reste quelques petites minutes. Bon, il est bientôt 11 heures. On peut se donner encore 5 minutes pour répondre à des questions. Donc n'hésitez surtout pas à nous les poser. Richard ne trouve pas le lien Facebook sur le site. Dans le footer? Je ne vois pas. Ok, très bien. Bon, bah, je vérifierai tout à l'heure et je verrai ce que. Pourquoi ne pas avoir créé un groupe Facebook? Ah, c'est une bonne question. Dommage que Audrey, alors je ne sais pas si Audrey est là et si Audrey souhaite répondre à cette question-là, qui est notre responsable social media. Euh, les groupes Facebook sont très pertinents pour créer une communauté, clairement. Euh, alors, il faut savoir que l'application a été lancée depuis le 17 juillet. Donc, l'objectif là aujourd'hui est de faire surtout de l'acquisition et attirer un maximum de monde et faire beaucoup, beaucoup de téléchargements. Mais bien évidemment, ça peut faire partie de notre stratégie de rétention, en fait. Voilà, que les gens puissent échanger sur l'application, apporter des conseils ou autre. Donc, bien évidemment, ça peut être très intéressant pour lancer un groupe Facebook. Après, attention, un groupe Facebook, il faut quand même s'en occuper, euh, commenter régulièrement. C'est pas je crée ma page Facebook et je laisse les gens. Voilà, il faut y apporter un intérêt. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quel montant faut-il en base pour se lancer? Alors, alors ça, c'est encore une fois, c'est très très large. Je peux vous dire 500 000 euros comme 50 000, 60 000, 100 000. Tout dépend du contexte et de ce que vous souhaitez viser. Encore une fois, le budget, en fait, par exemple, pour la stratégie marketing, il ne faut pas voir ça comme une dépense. Il faut voir cela comme un investissement.
vous dépensez 1 euro, vous gagnez 2 euros. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, plus vous allez mettre de budget en marketing et plus les résultats seront performants et plus vous allez générer du chiffre d'affaires pour pouvoir les réinvestir, etc., etc. Donc, encore une fois, tout dépend de votre projet, tout dépend du contexte, tout dépend de la solution technique envisagée pour mettre en place. Mais vous pouvez commencer avec quelque chose d'assez light, des choses très très simples. Un site web avec un peu d'acquisition ou un peu de publicité Facebook déjà pour connaître l'attractivité de votre idée. Voilà, ou d'autres outils, hein. Il y en a énormément. Donc, encore une fois, tout dépend du contexte et de vos objectifs. Est-il nécessaire de déposer une marque pour une agence? Alors, il n'est pas nécessaire de déposer une marque. Encore une fois, Benoît n'était pas obligé de déposer une marque pour son concept, mais il y a une certaine sécurité derrière, c'est-à-dire que demain, je ne sais pas, vous commencez à développer votre marque. Ça fait 1 an ou 2 ans que vous développez votre marque. La marque est ancrée en fait dans le cerveau des gens. Et puis là, le jour où vous voulez vraiment déposer votre marque, vous vous rendez compte que, ben, en fait, ben, il y a déjà quelqu'un sur ce créneau-là. Ben, si il vous colle un procès ou alors vous envoie un message comme quoi changer de nom tout de suite, bon, vous êtes un peu embarrassé. Donc vous recommencez enfin tout de zéro. La communauté est là, mais voilà, vous allez devoir changer votre nom, etc. Donc ça peut avoir un impact quand même négatif sur la communication. Donc plutôt c'est fait, mieux c'est. Voilà. Après, si vous êtes en pleine phase de test, etc., pour trouver le produit market fit, vous n'êtes pas obligé de déposer la marque tout de suite. L'application est en téléchargement libre. À quel moment transformez-vous cette version gratuite en payante? Bah Benoît, je peux te laisser répondre. À quel moment tu génères de l'argent? Ben, je vais être sincère, je pense que l'application prend une commission sur chaque transaction qui est effectuée, donc sur chaque dépannage, qui est engagé. À chaque fois qu'un dépanné, en fait, se retrouve en panne et qu'il demande de l'aide à quelqu'un, que ce soit un particulier ou un professionnel, en fait, on lui annonce un prix et sur ce prix-là, en fait, l'application prend une commission, hein. C'est le même modèle économique qu'on peut voir, sur, BlaBlaCar, qu'on peut voir sur Uber, sur tous les autres. Donc, nous, je pense qu'on a suivi ce modèle-là pour laisser, le libre choix aux gens de pouvoir l'utiliser aussi, et de voir ce que ça donne. Souvent, les gens font payer une application pour la télécharger. Je trouve que moi, je suis pas parti sur ce créneau-là. Je trouve que c'est assez dangereux, parce que les gens sont assez réticents de devoir payer quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc, moi, je laisse les gens, naviguer sur l'application et les mettre en confiance. Après, bien sûr, hein, la société, il faut qu'elle se rémunère quelque part, donc nous, on prend une commission sur les dépannages qui sont effectués. Benoît, une autre question pour toi. Comment as-tu monté ton équipe sur ton idée? Heu, alors moi, j'ai 2 associés, on est tous du secteur automobile. Donc on a tous, une expérience dans l'activité. Par contre, comme Cyril a pu le dire auparavant, moi-même, j'ai pas une grande expérience dans le digital. Donc j'ai grandi dedans. J'ai une expérience dans l'activité dans laquelle j'ai lancé la solution, mais par contre, tout ce qui est développement, tout ce qui est marketing, tout ce qui est communication, c'est pas mon domaine, donc j'ai dû m'entourer de gens qui le faisaient. Mes associés sont pareils, donc ils ont pas d'expérience là-dedans et de qualification, donc ça peut être un handicap, mais malheureusement, quand on est entrepreneur et qu'on se lance, on peut pas avoir toutes les flèches à son arc, hein. On a forcément des déficits quelque part. Voilà, donc il faut savoir bien s'entourer et surtout, ben, définir les défauts qu'on a et savoir les rectifier. Plus de 4000 téléchargements. Sais-tu si l'app a été désinstallée ou les utilisateurs? Comment calcules-tu le ratio téléchargement utilisateur, besoin de dépannage? Comment calcules-tu le ratio téléchargement utilisation du service? As-tu des KPI dessus? Bien évidemment, bien sûr, et c'est quelque chose qu'on analyse de très près. Donc les équipes marketing, hein, regardent forcément, bah, le nombre de téléchargements et bien sûr derrière le nombre de désabonnements. Ça c'est certain. Alors j'ai pas les chiffres ici, hein, désolé, mais c'est un ratio très très important, hein, de garder le plus longtemps possible nos utilisateurs sur l'application.
Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la conjoncture, hein, qui joue aussi, hein. C'est clair. Avec la pandémie, malheureusement, ben, nous, on s'est lancé, il y avait le couvre-feu, il y avait, ouh là, j'ai oublié le mot. Malheureusement, nous, on a été affectés justement par la situation actuelle, qui fait qu'on aurait dû avoir des meilleurs résultats et voilà, malgré cela, on est quand même sur une pente ascendante. On a quand même des objectifs qui sont quand même, assez positifs et donc je pense qu'une fois que ce cap sera passé, je pense que ça ira mieux. Mais voilà, c'est aussi, je pense que c'est aussi important pour les entrepreneurs qui nous regardent de prendre en compte la conjoncture actuelle en fonction de, ben, du domaine dans lequel, on se situe, ouais. Super. Bon, bah écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, apparemment pas d'autres questions. Euh, Ok, bah écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez surtout pas à nous tenir au courant et nous dire, voilà, nous donner vos avis. En tout cas, moi, c'était un grand plaisir de vous présenter tout ça. Merci beaucoup, Benoît. Merci à tous de votre présence et de vos questions. C'était super intéressant.